Voici le texte intégral de la déclaration faite par M. Ampateba, chef de la délégation du Mali à l'UNESCO, à l'occasion des travaux de la conférence de la Commission des programmes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'appartiens d'une part à un pays qui n'a présentement aucune attache politique ni économique avec la France, et d'autre part, je suis membre d'une secte religieuse qui a eu à souffrir d'une certaine persécution de la part de l'administration coloniale française. J'ai donc bonne raison pour critiquer cette politique coloniale et la condamner. Mais la probité morale veut que j'élève ici, au nom de la vérité historique que défendra mon pays et du devoir humain auquel nous sommes attachés, une voix véhémente, mais non passionnée, pour dire que le colonialisme n'a pas été tout au long uniquement un tissu de torture, une trame d'injustice, une source intarissable de malheur pour les peuples colonisés. Il y a eu certes du mauvais, mais aussi, il faut le dire, il y a eu du bon. Comme toute institution humaine, temporelle ou religieuse qu'elle soit, le colonialisme, je n'attacherai pas à ces termes ni un sens haineux, ni un sens méprisant, a commis des erreurs, des fautes et même parfois des crimes odieux. Est-ce une raison honnêtement suffisante pour mépriser et enterrer froidement les biens moraux et matériels que la triste colonisation a tout de même promis par-ci, par-là? Le président de la République du Mali, M. Modibo Keïta, a dit dans un discours prononcé à Bamako: si le colonialisme est un mal, ce fut un mal nécessaire. Le régime colonialiste est mort dans beaucoup de régions. Il est en agonie très avancée dans d'autres. Il n'est donc plus cette bête noire et féroce d'antan. Si vous, Monsieur Leblanc, vous vous obstinez à trop nous rappeler ici les méfaits du colonialisme européen, c'est-à-dire les torts qui nous ont été causés par d'autres blancs, ne craignez-vous pas que nous ne tirions notre ligne de conduite de deux adages africains qui disent: l'un, quand un taureau noir a tué ton oncle, la chasesse te commande de te mettre en garde contre toute bête noire, même si elle était douce. Et l'autre, les belles fleurs de l'arbre de fiançailles donnent très tôt des fruits amers de la vie conjugale, c'est-à-dire que les promesses du prétendant amoureux peuvent ne pas être les réalités des faits à vivre par les mariés. Tant qu'il y aura le jour, tant qu'il y aura la nuit pour envelopper les hommes, il y aura hauteur, il y aura le contre-pied de ce qui est hauteur. Je souhaiterais donc pour ma part, et pour la part de mon pays, que le colonialisme soit enterré profondément et à jamais, mais qu'il le soit à la manière de mon pays, où la dignité et la correction font qu'on enterre une dépouille sans bruit et sans injure, fût-elle celle du pire des vampires. La France a décapité son roi. La Russie s'est secouée du joug de ses tsars. L'Amérique s'est affranchie de ses dominateurs. La reine d'Angleterre n'a plus droit de vie et de mort à volonté. Bravo, bravo.
pour vous, Monsieur Leblanc. Vous avez donc un dénominateur commun pour vous entendre et vous faire mieux voir de nous, anciens colonisés et vos pupilles. Pour ma part, ce que je souhaite pour le Mali d'abord et pour tous les territoires anciennes possessions européennes, c'est de n'être plus pour personne ni une mitraillette qu'on tire, ni une cible sur laquelle on tire. Vous nous avez appris à lire et à écrire. Merci. Vos langues nous ont permis de constituer de grandes unités en dépit des diversités de nos idiomes. Encore merci. Nous vous en resterons reconnaissants. Maintenant, puisque vous nous avez appris à compter, il ne doit plus être possible pour vous de nous faire accepter que 2 et 2 font 7. Par ailleurs, vous nous avez aussi enseigné les lois de la douane. Nous les utiliserons avec votre permission. Soyez-en certains. Tous les paquets matériels et politiques que vous expédierez désormais chez nous seront déballés afin que la poudre d'arsenic ne puisse plus passer sous étiquette sucre en poudre. Je m'excuse beaucoup dans le cas où mes paroles dépasseraient ma pensée et feraient croire que je suis pour un groupe contre un autre. Loin de moi tout séparatisme, mais aussi loin de moi toute imitation servile et tout acquiescement naïf. Je désire être, je refuse de paraître. Nous sommes vos pupilles, je l'ai dit plus haut et je le répète ici. Il n'y a pas à en rougir. Nous sommes faibles d'économie et de culture moderne. Ce serait malhonnête de le cacher. Nous avons besoin de vous. Et vous voulez nous donner. C'est donc très simple. Mais le malheur est que vous vous battez autour de nous, à nous faire douter votre bonne volonté. Donnez-nous ce que vous avez à donner et laissez-nous apprécier le cadeau. Ainsi, après avoir été nos initiateurs à la science moderne, vous demeurerez nos aînés avisés et l'histoire de demain vous décernera le titre d'heureux donateur. Tout en félicitant le Brésil de sa résolution tendant à créer un institut de pathologie du livre, je me dois de dire que pour une bonne partie de l'humanité, je pense à toute cette humanité analphabète, il ne saurait être question de livres ni d'archives écrites à sauver des insectes, mais il s'agira d'un gigantesque monument oral à sauver de la destruction par la mort des traditionalistes qui en sont les seuls dépositaires. Ils sont, hélas, au déclin de leurs jours. Ils n'ont pas partout préparé une relève normale. En effet, notre sociologie, notre histoire, notre pharmacopée, notre science de chasse et de pêche, notre géotechnie, notre agriculture, notre science de météorologie, tout cela est conservé dans des mémoires d'hommes s'usés à la mort et mourant chaque jour. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. Puisque nous avons admis que l'humanisme de chaque peuple est le patrimoine de toute l'humanité, si les traditions africaines n'étaient pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. L'UNESCO peut, présentement avec quelque argent, combler la lacune. Mais dans quelques décades, tous les instituts
et institutions du monde, avec tout l'or de la terre, ne pourront combler ce qui sera une faille culturelle éternelle imputable à notre inattention. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au nom de mon pays, la République du Mali, et au nom de la science dont vous êtes un éminent représentant et un vaillant défenseur, je demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments de Nibi. En tant que chef du département des activités culturelles du Mali, je remercie et félicite la commission de programme de ses activités. Je salue, au nom de mon pays et de son président, tous mes collègues de toutes les délégations et je formule de vœux ardents pour que l'UNESCO soit un Babel d'union des hommes en réplique à la tour de Babel d'où l'humanité se serait divisée et dispersée. Puisse notre époque inquiète, retrouver le chemin qui mène à l'entente, vraie base de la paix. Merci. La conférence générale de l'UNESCO poursuit ses travaux. Elle a réuni ses délégués en plusieurs commissions et notamment concernant les problèmes africains, un groupe de travail a été constitué. Monsieur Ampateba, vous participez aux travaux de ce groupe de travail Afrique. Vous êtes intervenu en ce qui concerne les problèmes culturels afférents à l'Afrique. Pouvez-vous nous répéter pour Radio Mali les propos que vous avez tenus devant ce groupe de travail? L'exposé de M. Salat, directeur du département des activités culturelles, est la bienvenue et même la très bienvenue. Si je prends la parole, c'est certes pour féliciter M. Salat d'avoir repéré en nous, hommes de pays en voie de développement, là où le bas blesse. Il a dit, avec une justesse de vue qui témoigne d'une profonde conscience des effets psychologiques des actes entre les hommes. C'est gênant de toujours recevoir et de ne jamais pouvoir donner. Aucun Africain ne pourrait mieux extérioriser le drame intérieur que nous, Africains, sentons et vivons en ces heures cruciales de notre accession à l'indépendance politique, économique et culturelle. Mon honorable collègue, le délégué du Libéria, a dit une vérité grande quand il pense que nous, Africains, modernes, formés à l'école occidentale, nous ne savons absolument rien de la culture africaine traditionnelle. Et que ce serait peut-être une perte de temps que de vouloir restituer un trésor qu'on ne détient pas. Si l'honorable délégué affirme que nous ne pouvons penser et travailler qu'à la manière occidentale, je regrette de ne pas partager entièrement ce point de vue de mon collègue libérien. Si ce qu'il avance était généralisé, c'est-à-dire s'il a dit ça dans un sens général, il serait une contre-vérité des réalités africaines. Il y a tout au moins en Afrique occidentale ancienne française et en Nigeria que j'ai visité, des hommes qui ont passé par l'initiation à la culture traditionnelle donnée dans des associations secrètes ou publiques de leur pays. Peut-être que cela n'est pas vrai pour nos frères libériens en raison des vicissitudes politiques par lesquelles ils ont passé pour être ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mon honorable collègue libérien est tout excusable de son manque d'informations traditionnelles. Moi, comme beaucoup de mes camarades d'âge et beaucoup de mes aînés, nous n'avons pas été seulement formés à l'humanisme des Jean-Jacques Rousseau, Descartes, etc. Mais nous avons été
à l'école de nos pères et mères et initiateurs divers. Ce que nous avons appris tire sa source d'une tradition orale attestée par une chaîne sacramentelle. Si l'on me demandait ce que vaut une tradition orale comme preuve historique, je répondrais ce qu'a valu les évangiles sacrés. En effet, ils ont été durant 2 siècles à l'état de tradition orale. C'est plus tard seulement qu'ils furent transcrits. En effet, les jeunes cartésiens africains modernes peuvent mépriser le fantastique des légendes africaines, mais que diront-ils des fantasmagories de mythologie et par exemple du récit de Roland fendant une colline par un violent coup de sabre? Pour en revenir à la déclaration de M. Salat, du gêne que l'Africain affranchi peut sentir à toujours recevoir, je dirais en effet, nous nous sentirions inférieurs et même très inférieurs si nous ne donnions rien en échange de ce que nous avons reçu et allons recevoir. En effet, nous sommes conscients de la situation d'un membre d'une popote qui ne payerait jamais sa quote-part, mais réclamerait toujours le meilleur morceau et critiquerait les mets tout en les consommant. L'infériorité de celui qui reçoit et la supériorité de celui qui donne sont symbolisées chez nous par les mains au moment de l'acte. C'est pourquoi, quand un néophyte veut donner quelque chose à son instructeur, il place la chose à donner dans la paume de sa main droite, afin que la main du maître ne soit pas au-dessous de la sienne. L'Afrique peut-elle donner, pardon? Certes oui. Si elle ne donnait pas, ce serait une faille dans la culture et culturation universelle. Nous existons en tant qu'entité humaine. Il est inconcevable que nous soyons un peuple sans passé. Or, notre histoire, quoique orale, est un signe évident de notre continuité. Ce n'est pas parce que nos colonisateurs qui, politiquement, n'avaient aucun intérêt d'ailleurs à créer en nous un instrument de cohésion autochtone, nous ont aiguillés sur leurs traditions culturelles plus que sur les nôtres, que nous ne rebrousserions pas chemin alors que nous pouvons le faire présentement. On serait même quelque peu inconséquent en reprochant aux colonisateurs d'enseigner leur civilisation aux colonisés. Les colonisateurs n'avaient pas tout de suite les aptitudes linguistiques et les conditions psychologiques voulues pour affronter la mise en valeur d'un fonds oral classé dans la mémoire des chroniqueurs qui étaient pour la plupart des résistants. Après les brutalités qui sont les conséquences naturelles de toute conquête militaire, il y a eu l'installation des administrateurs civils. Les agents supérieurs de cette administration ont joué au chef militaire si bien que l'administrateur d'une circonscription s'appelait grand commandant et son adjoint petit commandant. Les commis indigènes écrivaient l'adjectif petit avec une lettre majuscule pour ne pas blesser le petit commandant qui avait droit d'infliger de grandes punitions. Il y a eu une troisième phase, celle des chercheurs africanistes sur tous les plans. Ces savants qui se sont souvent heurtés contre le mur de la politique administrative ont quand même ouvert une ère. On ne peut dire qu'elle fut sombre. Si elle le fut, elle a été beaucoup plus pour les savants eux-mêmes, plus que pour les autochtones. En effet, incompris parfois de leurs compatriotes détenteurs des pouvoirs politiques, ces savants avec des crédits misérables ont réalisé une œuvre remarquable. Entre autres préoccupations scientifiques, les savants européens ont vite compris que l'un des objets fondamentaux de la science ethnologique est l'étude des traditions orales. Mais on ne peut travailler dans ces domaines avec garantie et efficacité sans 3 conditions essentielles. Primo, possession parfaite de l'idiome ou des idiomes du pays qu'on veut étudier. Secondo, à défaut, trouver un interprète assez cultivé en langue européenne pour transposer
le parler local, sans en fausser le sens. Troisièmement, capter la confiance des indigènes. Et tout cela n'était pas possible, ou bien était extrêmement difficile. Si on ne peut nier ni mépriser les grands coups de pioche que les savants ont donnés dans la mine orale de notre culture, il faut crier à haute voix que ce vaste champ attend les bras de ceux qui, par leur naissance, donc par leur instinct héréditaire, sauront aller jusqu'au fond de la mine où est située la veine aurifère de cette culture. Aucun crédit ne serait trop pour la sauvegarde de ce trésor. La situation dans ce cas précis est d'autant plus inquiétante que les pays à tradition orale subissent les assauts vigoureux et irrésistibles des idées modernes de ceux qui ne connaissent que celle-là, et c'est le cas de mon honorable collègue du Libéria et de tous ceux qui sont comme lui. Il y a aussi les développements sans cesse accélérés de l'industrialisation qui menacent de tout transformer en supprimant jusqu'aux moindres traces de notre hier. D'une part, la mort armée de son lugubre faux moissonne les chroniqueurs âgés. Il ne laisse pas de disciples. D'autre part, la négation de tout ce qui ne tombe pas sous les yeux comme une boule de neige envahit les jeunes cerveaux moulés dans les salles des grandes écoles occidentales. On peut se demander que sera l'Afrique du XXe siècle. Je demande à notre groupe de travail de se pencher sur la question des traditions orales africaines. L'ethnologie est l'outil de travail de cette œuvre gigantesque et belle, mais terriblement menacée de disparition. Je demande que ce soit développé en Afrique des musées d'ethnologie et de folklore. Je demande l'assistance en matériel et financement des centres de récolte des traditions populaires et la création des centres de conservation des archives photographiées, filmées et sonores. Monsieur Rivière, grand spécialiste des musées, m'a dit au cours d'une entrevue que le problème a un autre aspect. Les plus grands musées ethnologiques, me dit-il, possèdent un centre audiovisuel qui fonctionne pour former les techniciens, récolter les documents, les conserver dans le milieu physique et par les soins adéquats sans lesquels ils seraient rapidement anéantis, les classer, les communiquer aux spécialistes, les confronter aux collections d'objets et aux fonds archives et bibliothèques que les musées possèdent déjà, en produire des doubles à des fins d'échange, les diffuser à des fins éducatives. Mais c'est hélas, dans les pays les plus intéressés au sauvetage, c'est même dont les sources historiques sont purement orales que ces moyens font le plus défaut. Je souhaiterais que soit adopté à l'unanimité en séance plénière un vœu de la section muséologique du 6e Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques tenu à Paris en août 1960. En effet, on avait insisté sur l'urgence de la sauvegarde des biens culturels historiques dans les pays en voie de développement. Il avait été souligné à cet égard l'ampleur de la mission des musées. Il avait marqué la nécessité d'une coopération entre les experts des disciplines des musées ethnologiques et l'UNESCO et l'ICOM en vue de venir en aide scientifiquement, techniquement, financièrement à ceux de ces musées dont les responsabilités sont les plus larges et qui sont néanmoins les plus défavorisés en moyens permettant de faire face à ces responsabilités. La délégation du Mali serait heureuse que la conférence générale charge le secrétariat de se pencher sur l'étude de ces problèmes
notamment en ce qui concerne la fixation des traditions orales. À cet effet, il lui serait recommandé de s'acquérir la coopération de CFS et de l'ICOM et de présenter un rapport à la prochaine conférence générale. Merci. Voici le texte intégral de l'intervention de M. Amadou Hampâté-Bâ, délégué du Mali à l'UNESCO, sur le problème des échanges internationaux. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il va sans dire que les relations et les échanges dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture est un vaste domaine dont la discussion mérite le plus grand sérieux de toutes les compétences des spécialistes et qui demande un temps plus prolongé que celui qui nous est donné pour être judicieusement exploité. Je dirais que nos nations, celles de l'Europe et d'Amérique, et les nôtres, anciennes possessions européennes, le mot échange ne saurait être pris dans son sens troc d'un objet contre un autre accepté comme équivalent, mais plutôt comme communication des expériences et des acquisitions culturelles en vue de transformer l'état de choses qui fait que nous nous apprécions réciproquement en partant d'un critère parfois mal adapté et partant imparfait, sinon faux. L'UNESCO est donc une maison de consentement où, sans complexe, chaque État peut envoyer ses pièces intellectuelles pour non pas être transformées, mais ajustées dans un mécanisme plus général pour une machine intellectuelle et scientifique universelle opérant valablement pour tous. Donc, rien que le mot « échange » seul est par lui-même assez évocateur pour que, mesdames, messieurs, nous nous penchions sérieusement sur le problème qui nous est soumis. En effet, comme il est dit dans le paragraphe 2 du document 11C17, page 1, la question a fait au sein des services compétents de l'UNESCO et d'ailleurs l'objet d'études et de débats approfondis. Mais il ne reste pas moins que cette profondeur, si remarquable soit-elle, n'est encore que purement théorique. Il reste son application sur le terrain selon les moyens, les pays et les latitudes. Et si ma compréhension ne me trompe, je crois que c'est sur cette application que Monsieur le directeur général aimerait et même solliciterait que nous nous prononcions pour faciliter sa tâche et aussi la nôtre. Le Conseil national économique et social a exprimé un vœu qui est indiqué au paragraphe 5 du document 11C17, page 2. Je souhaiterais, en ce qui concerne l'Afrique, qu'au cours même de l'année prochaine, l'UNESCO soit autorisée à contacter immédiatement les États membres et associés en vue d'une documentation appropriée sans laquelle de sérieuses lacunes
en matière africaine tout au moins, resterait non comblé. Le point 17.7 a senti les faits et il l'a assez souligné pour que nous en tenions compte. Ceci dit, je soutiens au nom de mon pays, le Mali, que je représente, la résolution adoptée en novembre 1958 et qui autorise le directeur général à entreprendre l'étude envisagée. Toutefois, je suggérerai, je demanderai même avec force à tous mes collègues de décider le sauvetage des traditions orales africaines, base unique, garantie de sa liberté politique et de sa personnalité, et source de son savoir original. Je demande que cela soit ajouté à l'alinéa petit a du paragraphe 5, page 4 du document 11C17. Et le texte serait par exemple développer l'enseignement des langues vivantes et la traduction des textes rédigés dans ces langues, récolter, classer et traduire les fonds oraux des pays analphabètes, membres ou associés en vue de la revivification de leurs idiomes dans le sens langue vivante. Cette disposition permettra rapidement de donner aux échanges la chance de ne pas être à sens unique, ce qui serait humainement gênant pour ceux qui reçoivent et ne peuvent jamais espérer donner. C'est le cas des pays de l'Afrique et surtout de l'Afrique tropicale. Et cette mesure permettrait par ailleurs d'éviter un seul type d'idées et d'informations, comme cela a été souligné à la fin du paragraphe 21 du 11C17, page 6 qui nous occupe. L'Afrique, croyez-moi, mesdames, messieurs, a ses formes d'éducation pour le développement des facultés physiques, morales et intellectuelles. Il serait criminel de violer cette personnalité. C'est en développant les sciences humaines de chez nous que vous connaîtrez les usages de nos sociétés et les fonds de notre âme. Toutes nos associations traditionnelles, dites au Mali Bilakroton, sont des centres régis par des lois, des centres où s'instruisent les jeunes, où ils apprennent à s'entraider, à souffrir ensemble, à obéir et aussi à commander et à s'aimer. Ce dont nous souhaitons le plus, c'est de pouvoir éduquer notre intelligence afin de chercher le vrai selon les inspirations de notre âme. Que l'UNESCO nous donne des moyens. La méthode pour atteindre les buts doit être beaucoup plus la nôtre que celle de savants étrangers à la mentalité de nos pays. Afin, sans abuser davantage de votre patience, vous me permettrez encore de dire quelques mots sur la différence de nos mentalités. Pour vous signaler un exemple combien frappant, nos conceptions sont divergentes, je citerai que chez nous, par exemple, la musique est guidée par le danseur et non pas le danseur, et non pas la musique est guidée par le danseur et non pas comme en Europe où le danseur obéit à la musique. Vous me permettrez encore quelques mots sur la demande qui nous est faite de prendre des mesures au cours de cette plénière. Quant aux mesures qui pourraient être prises par la conférence générale à sa 11e session, il serait difficile, sinon impossible, aux délégués des nouveaux États africains, du moins à celui du Mali,
de formuler ici des directives même de caractère général et que ces directives soient pertinentes avant de reprendre contact avec les divers organismes scientifiques de son gouvernement. Je demande donc que la date de formulation définitive soit reculée de quelques mois ou semaines, mais que la résolution soit votée. La venue des nouveaux États à l'UNESCO avec une nouvelle mentalité, avec de nouveaux besoins, mais aussi avec de nouvelles promesses, doit justifier et faire admettre la bousculade qu'ils font subir aux choses établies avant eux, mais aussi sans eux. Ceci dit, non comme reproche, mais tout simplement comme une constatation fondamentale. L'Afrique tout entière, pays de grande tradition hospitalière, à telle enseigne qu'il y a encore de vastes régions où l'étranger peut voyager sans provision, ne pourra qu'appuyer, vanter et encourager les relations des hommes et la circulation des idées. L'étranger est chez nous sacré, tout ce qui viendra des autres sera respecté comme tel, en vue de fonder cette union des hommes sans laquelle il n'y a ni paix ni bonheur.